Bonjour, donc je suis Stéphanie Tullier, orthophoniste au Centre référent des troubles des apprentissages et du langage à Strasbourg. Et au cours de cette vignette clinique, je vais vous présenter un sous-groupe d'enfants finalement avec un trouble de l'arc pragmatique du langage, un groupe d'enfants qui est adressé pour plainte du langage oral et finalement un enfant dont la rencontre étalée sur plusieurs moments d'évaluation va révéler des difficultés d'adaptation pragmatique. Alors, ce sont des enfants qui sont souvent adressés plus tardivement au CRTLA, des enfants qui alimentent nos rencontres pluridisciplinaires avec le CRA. Ce sont des enfants qu'on appelle les enfants du milieu, autour desquels nous avons de vrais questionnements diagnostiques et finalement un diagnostic qui a évolué au cours des différentes recherches ou au gré des différentes classifications. Alors, je ne rappellerai pas l'historique du diagnostic concernant ces enfants. Toutefois, on sait qu'ils sont apparus dans diverses catégories comme la dysphasie sémantique pragmatique, le TED non spécifié, et puis plus récemment avec le DSM-5, on pouvait les mettre dans la catégorie troubles de la communication sociale pragmatique. Alors, ce sont des enfants que les cliniciens rapprochent souvent toutefois du TSA. Ce sont des enfants dont le trouble est finalement l'accès au sens et dans une moindre mesure un trouble de la théorie de l'esprit et trouble qui a des implications fonctionnelles, psychologiques, sociales et scolaires. Alors, le projet Catalyse de Bishop et ses conclusions nous a libéré beaucoup, nous, les cliniciens des centres référents, autour de la question du diagnostic, notamment de ces enfants. Diagnostic qui, auparavant, était fondé sur une symptomatologie au contour très délimité. Et maintenant, finalement, ce projet Catalyse nous a invités à un diagnostic plus fonctionnel qui nous permet d'approcher les implications du quotidien thérapeutique et administratif pour ces enfants de manière plus juste. Alors, l'évaluation au centre référent des troubles des apprentissages à Strasbourg est souvent constituée pour ces enfants avec plainte langagière d'un bilan psychologique. Alors, on ne pratique pas la dose puisqu'on n'est pas en CRA, d'un bilan orthophonique sur toute une journée qui est quelque chose de très luxueux, mais en même temps participe beaucoup à l'élaboration d'hypothèses diagnostiques, d'un bilan psychomoteur chez les plus jeunes, puis d'une synthèse avec les professionnels de ville qui connaissent l'enfant, une consultation neuropédiatrique qui fait l'examen neurologique et qui permet aussi une restitution aux parents, ajoutée à une consultation pédopsychiatrique, notamment pour ces enfants qui questionnent la sphère adaptative. Alors, je vais vous présenter une petite fille de 6 ans, 11 mois que nous voyons alors qu'elle est en CP, qui vient pour une plainte langagière. C'est une petite fille plurilingue, tchétchène, russe, français. Elle a eu des suivis antérieurs, donc elle a été beaucoup suivie en CMPP, notamment sur le plan psychomoteur, suivi qui révélait des difficultés d'adaptation, mais sans diagnostic. Elle a un suivi rééducatif orthophonique à raison d'1 à 2 fois par semaine, suivi qui a été un peu fluctuant au gré de changements d'orthophoniste. C'est une petite fille qui a un retard de parler de langage dans les 3 langues auxquelles elle est confrontée dans la vie de tous les jours, en tchétchène, langue dans laquelle sont apparus ses premiers mots vers 1 an et les premières phrases vers 4 ans. La maman révèle une notion de régression du langage à 3 ans. Quand je rencontre la maman, l'anamnèse permet de décrire une enfant autonome au quotidien, très agréable selon la maman, mais tout de suite, elle décrit une enfant très gentille, très souriante, qui pourrait passer sa journée à dessiner. C'est une enfant qu'elle dit être un peu en difficulté avec les autres, qui se laisserait faire par les autres, qui avait des petites particularités finalement comportementales qui n'apparaissent pas lors du premier point d'anamnèse, mais qui vont apparaître lors du deuxième point d'anamnèse que je ferai avec elle, suite à l'évaluation journée avec elle. Là, elle parlera des choses bizarres qu'elle faisait avant, qu'elle était dans sa bulle, qu'il y avait quelques particularités sensorielles, comme le fait qu'elle supportait pas le bruit. Alors, l'observation de cette petite fille révèle là aussi une espèce de coopération tout à fait lisse tout au long de la journée, mais un manque de disponibilité psychique qui fait qu'aucune épreuve sera aboutie. Et puis, une indifférence à la séparation. Finalement, elle est avec moi comme elle est avec sa maman, très joyeuse, presque trop.
Et sur le plan comportemental, on note d'emblée des particularités avec une marche sur la pointe des pieds, une prise de l'outil scripteur très maniérée, et puis des inadaptations qui augmentent au cours de la journée. Alors le fait de les voir sur la journée, ces enfants, on est face à une fatigue qui va entraver le contrôle de ces enfants sur leur capacité adaptative, et on va avoir comme ça des enfants qui vont se lâcher un petit peu sur le plan comportemental avec des choses qu'on ne retrouve pas chez les enfants TDL, qui sont vraiment des inadaptations sociales, donc des bâillements très sonores, des grattages intempestifs, etc. L'observation continuant, on s'attache à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du contact. Alors, elle a un regard tout à fait stable, elle nous regarde, mais elle a un sourire très lisse et finalement, il y a peu de modulation émotionnelle, hein. C'est une enfant qui rit, qui sourit tout le temps. Toutefois, elle a des contrastes un peu on-off au cours de la journée, c'est-à-dire qu'elle va passer vraiment d'une super expressivité joyeuse à quelque chose de très fermé, très, très triste en quelques secondes. Elle a aussi des petites particularités comme des rires immotivés. Elle répond en chantant. Elle a une voix très, très aiguë, peu modulée. Et puis, elle va réaliser au cours de cette évaluation, elle réalise déjà ça lors de l'entretien avec sa maman, des dessins en rafale, toujours autour des mêmes thématiques que sont les super-héroïnes, les licornes. Et on voit en plus qu'il y a une grande précision motrice à 6 ans dans ces dessins. Et d'ailleurs, le dessin de famille qu'on voit là, eh ben, il est fait sous l'angle des super-héroïnes, hein. Alors, la symptomatologie langagière, c'est une enfant qui, contrairement au TDL, ne présente aucune difficulté au niveau de la mobilisation de la sphère bucco-lingo-faciale. C'est une enfant dont la phonologie est là aussi contrastée, puisqu'elle est capable d'une inintelligibilité au sein de son jargon, puisqu'elle a un jargon, en fait, qu'on ne comprend pas, puisqu'en fait, finalement, il n'y a rien de signifiant dedans, et puis qui contraste avec des formules plaquées, très intelligibles. Puis on se rend compte aussi quand on arrive à cadrer son attention, qu'on lui demande de répéter certaines formules, elle précise sa phonologie. Le lexique, le stock lexical en tout cas est correct, mais quand on fait une épreuve de dénomination, on se rend compte avec l'ébauche orale qu'elle est capable de produire des néologismes qui ne sont absolument pas critiqués pendant l'évaluation. L'affluence sémantique qui va un petit peu solliciter les fonctions exécutives est une épreuve toujours intéressante pour ces enfants parce que les digressions qu'on va voir apparaître n'arrivent pas chez les TDL qui contrôlent vraiment cette épreuve. Et lors de l'affluence des animaux, par exemple, on voit toute la problématique et tout l'imaginaire qui intéresse cette petite fille. Donc, on va voir au sein des animaux des licornes, des arcs-en-ciel, etc. Sa syntaxe est simplifiée et ce qui est plutôt interrogeant, évidemment, c'est sa compréhension. Elle a des réponses très souvent inadaptées, même aux questions les plus simples, où elle tombe un petit peu à côté sur les questions les plus simples. Et par contre, au niveau du langage écrit, alors ce qui est très étonnant, et ce qu'on ne trouve pas chez les TDL, c'est qu'elle a accès à une conversion phonème-graphème tout à fait intéressante pour un début de CP. Alors évidemment, quand on va interroger la pragmatique, la qualité de l'échange est très très moyenne, hein. On n'a pas de respect des tours de parole, toujours ce contraste on-off entre un abandon versus un remplissage de paroles. Il n'y a pas d'enrichissement thématique, beaucoup de digressions, et puis des particularités que nous connaissons tous autour des troubles de la pragmatique, avec un jargon non signifiant, des écolalies, des petites stéréotypies verbales qui perdurent, des formules plaquées et une logorée. Nous n'avons pas d'énoncé de réparation, ce qui est assez caractéristique de ces enfants. Enfin, en effet, elle ne répare pas l'incompréhension qu'elle suscite chez son interlocuteur, et même quand on lui demande de réparer ses productions, elle ne peut pas le faire en fait. Son récit fait preuve de peu d'informativité et surtout par manque de cohérence, hein, dû aux nombreuses digressions. Alors, je vais vous la montrer. Elle raconte un récit, le récit des trois petits cochons. Donc, vous verrez, il y a beaucoup de jargon mêlé au sein de ce récit, et puis il y a une petite échappée dans son monde imaginaire, hein. Attends, io retico cochonican. Eppe, esa, si, asa. Oh là là. Yo aussi. Asa, si, yo nican. Asa, si. Eppe, emet. Moitié bison courir, eppe, maman, cochonican. Mais alors, t'es sûre que t'as raconté l'histoire des trois petits cochons? Oui, asa, si. Ils sont où les trois petits cochons? Et sur les bisons. Ils ont des maisons?
carré, et mettre les bisons, les murs, ouais, et pépé, comme ça, et comme ici, c'est fou. Ouais, il souffle. Qui Ah c'est qui oui, la souffle? Qui conscience. c'est qui souffle? Et yo-yo, Mais c'est le loup. Et il souffle fort. oui, il se fait épée, un pied, et c'est court, et mais, bison carré, épée, ça, si, ça, et cochon, ni qu'un, ça, qu'est-ce quoi, oui, ça, si, ça, si, ça, oh, si, fausse, et la conscience, épée, ça, court vite, ah oui, tic, et me rebisant, ça. Et alors, c'est fini après ton histoire là? Allez, c'est ça. Quoi, il faut mettre là. Et mettre et faire ça. Si, yo-yo. Le côté. Oh, attends, c'est. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Le cochon, il est mangé ou pas? Est-ce qu'il est mangé par le loup? Non, il peut mettre le feu là. Il a mis le feu sous l'eau, sous la Oui, marmite? il fait l'arc-en-ciel. L'eau, l'arc-en-ciel. Avec l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il fait là, Il l'arc-en-ciel? est tout chaud. D'accord. Ok, merci, c'était l'histoire des trois petits cochons. Merci. Ah. Alors, on a entendu elle est dans le récit, mais il y a ces petits échappés et puis aussi cette animation qu'on trouve rarement chez les enfants avec un TDL. Les autres consultations, alors c'est surtout le bilan psychologique qui va trouver les mêmes éléments de difficulté de modulation dans le contact. Une enfant qui répond à l'évaluation en tant que telle, mais on voit qu'elle ne comprend pas toujours les consignes et elle est capable de les répéter de manière anodine, en souriant, mais sans les comprendre. La psychologue révèle clairement une absence de réciprocité dans la relation. Et puis, l'évaluation en tant que telle va donner à voir des compétences préservées, mais qui sont noyées au milieu de cette inadaptation. Alors, la consultation de neuropédiatrie donne lieu à un bilan tout à fait correct sur le plan neurologique, avec un EEG de sommeil qui est réalisé et qui est tout à fait bon. La consultation pédopsychiatrique que nous allons rajouter va rendre compte de véritables traits autistiques. Alors, pour cet enfant, nous allons faire une synthèse avec l'école, avec la psychologue scolaire de l'école qui la connaît, et puis son orthophoniste. Et ces personnes confirment les difficultés d'interaction qui sont présentes. Et finalement, en discuter, ça permet aussi de mettre à jour le poids de ces difficultés au sein des apprentissages et de sa relation aux autres, en tout cas chez cette petite fille. Nous allons diagnostiquer, alors on va être sur quelque chose de plus descriptif, plus fonctionnel. Donc, on va conclure un trouble du langage oral et de la pragmatique associé à des difficultés adaptatives. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus descriptif et peu catégorique. Alors, chez ces enfants, donc, les signes d'appel, quels sont-ils? Déjà, pour les trouver, ces signes d'appel, il va falloir utiliser un regard clinique qui va évidemment revêtir une grande importance. Le regard clinique, c'est vraiment la disponibilité à repérer le léger pas de côté, les phénomènes extraordinaires au TDL. Alors ainsi, pour ces enfants, l'anamnèse, l'observation comportementale et la symptomatologie langagière vont être très précieuses et finalement, l'évaluation en tant que telle prend un peu moins de place. Toutefois, la clinique des situations standardisées, elle aussi, va permettre de nourrir les hypothèses diagnostiques. Alors, pour l'anamnèse, on utilise souvent des grilles ou des questionnaires pour évaluer la pragmatique qu'on va soumettre à un professionnel ou aux parents de l'enfant. Mais toutefois, c'est important pour évaluer la pragmatique du langage de ne pas nier la subjectivité qui va se jouer, de l'examinateur qui va se jouer au moment de la rencontre, puisque c'est finalement la nature et la qualité de la rencontre qu'il faudra interpréter. Alors moi, pour l'anamnèse, j'utilise finalement des items que je trouve très pertinents, que j'ai trouvé donc au sein de la Children's Communication Checklist de Bishop, qui a été traduit en français par Christelle Maillard. Et ces items pertinents, je les insère un peu dans un échange et un entretien que je veux garder un peu fluide pour pouvoir accueillir la parole et la souffrance des parents, puisque il est souvent difficile pour les parents de pointer un comportement
parfois qu'ils ont oublié d'ailleurs, ils oublient les particularités passées, et un comportement qu'ils ne voient plus parce qu'ils se sont beaucoup adaptés finalement au comportement de leur enfant. Alors, j'interroge des points précis dans l'anamnèse, et notamment celle du collectif avant 3 ans et la gestion des émotions. Ça, c'est 2 points vraiment qu'il faut aller un petit peu analyser ou en tout cas questionner, puisque l'expérience du collectif avant 3 ans nous donne beaucoup d'informations. Je me souviens d'une maman qui, lors du premier entretien, on n'est pas amené à parler de l'avant 3 ans, mais finalement, lors du deuxième entretien, là où je suis allée un petit peu chercher plus intensément cette question du collectif avant 3 ans, me signale que finalement, son fils n'a jamais pu intégrer une crèche parce qu'il n'était que cri et qu'il criait du matin jusqu'à la fin d'après-midi, que ça avait été impossible de l'intégrer en crèche. Donc là, ça, c'est des choses quand même, des petits points qui sont à retenir dans l'anamnèse. Et puis, sur le plan de la gestion des émotions, et ça, on va retrouver beaucoup ça chez les garçons, beaucoup moins chez les filles, mais on va avoir une gestion catastrophique des émotions, très sensible, avec des grands moments de colère des enfants, vraiment des parents en tout cas, qui sont passés par des moments très douloureux de non-contrôle de leurs enfants et vraiment des situations très douloureuses pour eux. Le contact évidemment interrogé, avec quelque chose qui souvent s'améliore au fur et à mesure des années, c'est des enfants qui sont parfois quand même décrits très solitaires, très inhibés, même dans les réunions de famille, quand les cousins sont réunis, ces enfants sont décrits comme ne prenant pas part aux émotions collectives, à la joyeuseté communicative et collective de la famille. Il faut évidemment interroger la présence de comportements répétés et puis un intérêt marqué pour quelque chose. Alors, il y a aussi toute la sphère sensorielle et l'oralité à questionner parce que ce sont des enfants qui peuvent avoir des particularités à ce niveau-là. C'est un peu moins présent chez ces enfants-là du milieu, si je puis dire. Toutefois, il y a encore peu de temps, en consultation, je notais qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans, ne supportait pas la présence des vêtements sur sa peau. Voilà. Donc, c'est quand même des choses qui disparaissent, mais qui ont été là à un moment donné. Donc, finalement, on retrouve au sein de l'anamnèse des symptômes de l'autisme qui sont beaucoup plus légers, mais aussi beaucoup plus difficiles à repérer. Dans l'observation, on va avoir des événements comportementaux qu'on ne trouve pas chez le TDL. On va avoir tous ces comportements dont je vous parlais pour Nadia, des sifflements, des bâillements sonores, une idée d'adaptation à l'interlocuteur, mais aussi au contexte situationnel. On va avoir aussi une marche parfois un peu particulière sur la pointe des pieds, des modulations vocales non adaptées, des postures particulières, mais finalement un contact visuel qui reste, au moment où on les voit, qui reste préservé. Ce sont des enfants qui ne comprennent pas les émotions chez leur interlocuteur et qui ont aussi du mal à exprimer des émotions subtiles. C'est des enfants qui vont comprendre, quand on fait passer des tests des émotions comme la peur, la joie, mais un peu moins la tristesse, par exemple. Et puis, ce sont des enfants pour lesquels l'intrusion de l'imaginaire va être récurrente, en fait. Et c'est quelque chose vraiment, ça, qu'on ne voit pas du tout chez les TDL. Alors, vous l'avez compris avec les dessins en rafale de Nadia, mais là, je peux vous montrer les dessins en rafale d'un autre enfant que j'ai vu à 7 ans, qui était très happé par la thématique des dinosaures, qui faisait à peu près toutes les 3 minutes un dinosaure. Et après, à 10 ans, je le retrouve, et là, c'est Star Wars, donc qui fait un dessin toutes les 2 minutes d'un personnage de Star Wars. Et ce sont vraiment des dessins en rafale. Ce sont des enfants qui ont des thématiques privilégiées, encore même plus tard, et des activités privilégiées. Si on les voit sur une journée, on se rend compte qu'à un moment donné, par exemple, ça me rappelle ce jeune homme de 10 ans qui est toujours très intéressé par le fait de dérouler et enrouler le store de ma fenêtre. Voilà, c'est quelque chose qui le happe et il ne peut pas s'en détacher. Donc tout ça, ce sont des signes qu'on ne voit pas chez les TDL. La symptomatologie langagière, elle aussi, elle est très différente puisque finalement, le trouble originel n'est pas le même que chez le TDL. Ces enfants ont un trouble de la compréhension, mais surtout un trouble de la compréhension de l'intention qui se trouve dans les mots. Ils ont une compréhension littérale. Par exemple, un enfant à qui je demande de raconter l'histoire des 3 petits cochons me dit « mais ça veut dire quoi l'histoire ?» Voilà, ça veut dire quoi l'histoire ? Alors que c'est un enfant qui, par ailleurs, a un bon niveau, un bon stock lexical, qui fait des phrases correctes à 7 ans. Enfin, voilà.
Le trouble originel, c'est vraiment le trouble de l'intentionnalité. C'est le fait de placer dans le langage une valeur médiatrice. Ce sont des enfants qui ne comprennent pas l'intention dans le message et qui ne sont pas capables de transmettre une intention dans leur propre message. Alors évidemment, ce sont des enfants qui ont un trouble de l'informativité, car souvent les informations transmises sont peu suffisantes, peu pertinentes. Ils ont aussi donc un trouble de la pragmatique de l'échange, avec une régie de l'échange qui fait défaut à un moment donné, puisque les tours de parole ne sont pas respectés, le maintien de la thématique non plus. Ce sont des enfants qui ont du mal à s'adapter à la demande de clarification, de réparation de l'interlocuteur, et ils ne sont pas sensibles aux éléments paralinguistiques. Ce sont des enfants qui ont du mal à interpréter les modulations de la voix ou de l'intonation chez l'autre. Et donc, par exemple, ils ont du mal à faire la différence entre un ordre et une question. Ce sont donc toutes ces petites particularités qui demandent quand même un regard et une sensibilité affûtée pour pouvoir les repérer au sein de toute la journée ou des demi-journées d'évaluation. Les enfants TDL ont des difficultés d'adaptation pragmatique, clairement, mais qui sont très, très modérées par rapport à ces enfants. Et le trouble de la pragmatique est en fait une conséquence de leur trouble du langage originel. Les particularités, on les retrouve aussi dans le fait, dans les atypies linguistiques, hein, le néologisme, les digressions, le jargon, les formules plaquées répétées à l'envi. Tout ça, ce ne sont pas des éléments présents chez les TDL. Alors, pour finir, ces enfants, ce sous-groupe d'enfants sont des enfants peu ou non repérés. C'est des enfants qui, finalement, font plainte vers 3, 4, 5 ans, et puis dont l'évolution du positif du comportement vers 5 ans va amoindrir la plainte, parce que les symptômes finalement un peu les plus douloureux pour la famille sont les symptômes comportementaux. À 6-7 ans, ils reviennent un peu les parents reviennent dans la plainte parce que finalement le langage oral est toujours un peu problématique et puis les apprentissages deviennent vraiment difficiles. On commence à être difficile puisque confrontés à l'écrit ou à la sphère arithmétique, les enfants sont vraiment en difficulté. Donc c'est pour ça qu'ils sont sûrement envoyés un petit peu plus tardivement dans les CRTLA. Ces enfants ont des profils variés, mais une évolution et des symptômes communs. C'est des enfants qui développent une sensibilité pour les interactions, ils apprennent à appliquer des codes, mais présenteront toujours un déficit social. Alors, ils ont des besoins de prise en charge sur le plan scolaire, thérapeutique, social, évidemment. La rééducation orthophonique, c'est souvent ce qui va rester chez ces enfants très présents dans leur vie, mais elle doit aussi, celle-ci, s'adapter à la problématique. C'est pour ça qu'il est fondamental de déceler en fait l'origine du trouble du langage chez ces enfants, puisque le travail doit être orienté vers la pragmatique et il est nécessaire pour ces enfants de reconstruire un comportement langagier en contexte de sens, et d'émotion, en contexte social. Donc c'est un travail beaucoup plus écologique sur le plan rééducatif. Et puis évidemment, sur le plan thérapeutique, c'est des enfants qu'il faut suivre, en tout cas sur le plan pédopsychiatrique, avec parfois des groupes d'habileté sociale qui peuvent être proposés. Et on sait que, par exemple, ces enfants dont la scolarité peut être vraiment chaotique, notamment à partir du collège. Alors, c'est parfois des enfants qu'on va même en CM2 inviter à intégrer une SECPA, ce qui est forcément pas du tout la bonne indication d'orientation scolaire, qui les mettrait vraiment en danger. Ce sont des enfants qu'il faut protéger dans le monde scolaire, qui ont du mal à rentrer dans la compréhension, dans les apprentissages, et donc souvent une AVS individualisée est vraiment nécessaire, voire une intégration en ULIS. Et généralement, finalement, ces enfants sont en milieu ordinaire jusqu'au CM2. C'est vraiment des enfants qui arrivent à s'adapter jusqu'au CM2, et puis le collège peut vraiment, vraiment créer la souffrance. Ces enfants pour lesquels finalement les familles, quand ils grandissent à l'adolescence, sont très en souffrance, puisqu'il y a la question de l'autonomie qui va se mettre en place, et s'ils n'ont pas été repérés, ce sont des parents qui vont devoir gérer l'apprentissage de la vie en société de manière un peu chaotique, avec beaucoup d'instinct, mais beaucoup de douleur et de fatigue aussi. Donc, c'est des enfants finalement qu'il faut repérer précocement. Et dès qu'il y a un doute sur ces enfants un peu frontières, c'est important que les CRTLA ou les professionnels libéraux se mettent en contact avec le secteur pédopsychiatrique pour pouvoir les suivre. Alors, c'est des enfants finalement pour qui le diagnostic
fonctionnel est très important. Il est certes, comme je vous le disais, plus descriptif et moins catégorique, mais en tout cas, il laisse entrevoir aussi la vraie problématique à laquelle il faut s'attaquer en termes de suivi. Voilà, je vous remercie.